artistic vision, precision, patience. You get a little bit of butterflies, I think, you know, a little bit of adrenaline maybe. On peut le travailler comme une matière première en art plastique. On peut le sculpter, on peut le poncer, on peut le patiner. Chocolate is a great medium because it's alive. L'essence même d'un pâtissier, c'est d'aller chercher au fond de toi-même ce que tu as voulu créer et savoir l'exprimer. Et là, tu ne triches pas, là. Je pense qu'à travers une réalisation culinaire, on transmet une émotion, en fait. Nos clients, les pâtissiers en général, ont besoin de voir, de goûter et de toucher. Offer them the recipes, but we take it a step further and actually inspire them to put their own spin on items. We always talk about creation or techniques. You know, I think it needs to be a balance. 愿意分享最新的巧克力资讯给各位知道。 On a un beau métier, c'est un métier incroyable. Il y a toujours un pâtissier quelque part qui est réveillé, qui est en action. On n'apporte pas du bonheur, mais on y participe. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour un voyage à Madagascar. En cette période un peu compliquée, nous avons souhaité venir vous rencontrer à distance et vous retrouver. Alors cette fois-ci, pas via des workshops ou des démonstrations au plus près de chez vous, mais depuis ici, Tain-l'Hermitage et Madagascar, où nous allons vous faire passer une après-midi à la découverte de nos nouveaux chocolats, Milo 74% et Amatika 46%. Donc je suis Martin Boutry, je suis pâtissier formateur ici à l'école Valrhona de Tain-l'Hermitage. Et nous allons passer cet après-midi ensemble, je serai l'animateur et nous allons essayer de passer un excellent moment. Tout d'abord, je vais vous présenter l'école et on va revenir un peu sur une petite présentation avec nos 4 campus. Donc le premier campus créé en 1989 à Tain-l'Hermitage, le deuxième qui a été créé en 2007 à Tokyo, le troisième à Paris en 2009 et le quatrième à New York en 2015. Et bientôt, nous aurons la chance de vous accueillir dans un nouveau lieu à Paris. On vous en dira plus très prochainement. Donc l'école Valrhona, c'est actuellement environ 35 chefs à travers le monde. Donc des chefs répartis dans tous ces pays, avec pour mission de faire de la formation, des stages, l'animation de workshops, de démonstrations, mais aussi tout ce qui est travail en amont, donc création de recettes, test des nouveaux produits, création de recettes pour vous accompagner, pour vous aider au quotidien. Donc on va passer à la présentation de cet après-midi et des intervenants qui sont avec moi et qui vont prendre la parole et vous expliquer les différentes choses. Donc le premier intervenant, nous aurons la chance d'avoir avec nous Nance Mouet, qui est sourceur cacao au sein de la maison Valrhona et qui va nous emmener carrément à Madagascar à la découverte de ces 2 nouveaux chocolats. Nous avons également la chance d'avoir Justine Branchu, qui est responsable de l'analyse sensorielle et qui fera une intervention avec Magali Sartre-Buisson sur la partie présentation des produits et des profils aromatiques. Et enfin, nous aurons David Briand qui sera là pour nous présenter la partie technique et une petite technique en direct. Et nous serons rejoints pour la partie questions-réponses par Véronique Hugedé, responsable achat au sein de la maison Valrhona.
Donc, tout au long de cet après-midi, l'objectif, c'est que ça soit assez interactif, où vous pourrez poser vos questions dans la petite conversation que vous avez sur la droite de votre écran. Donc, surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure à réagir si vous avez des questions, si vous souhaitez simplement réagir. Et puis, on vous répondra à la fin de cet après-midi. Et chaque intervenant pourra revenir sur des points plus précis et apporter des précisions en fonction de ce que vous souhaitez. Donc pour commencer cet après-midi, je vais laisser la parole à Nance Mouret qui va nous emmener directement à Madagascar, qui va nous faire voyager, on en a un peu besoin en ce moment, et qui va nous présenter plus particulièrement la plantation Milo, l'histoire qu'on a avec cette plantation, notre partenariat. Nance, si tu veux, c'est à toi. Alors merci Martin. Alors bonjour à tous. Hop, je mets ma présentation. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Nance Mouret. Je suis sourceur cacao chez Valrhona. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du cacao chez notre partenaire Milo, avec qui on a une exclusivité sur la plantation. Donc Milo, c'est aujourd'hui 1300 paysans et une plantation privée de 1200 hectares. Cette plantation, aujourd'hui je vais faire un focus vraiment sur cette plantation Milo pour expliquer un peu l'origine du cacao que vous pourrez retrouver dans Milo, dans le chocolat Milo 74. Alors cette plantation, elle est assez atypique, elle est créée en 1906. En fait, à l'origine, c'est un certain Lucien Milo qui achète des terrains dans le nord-ouest de Madagascar. Donc vous voyez un peu sur la petite carte en bas, donc Madagascar c'est le sud-est de l'Afrique et la plantation est située dans le nord-ouest de l'île. Et en fait, Lucien Milo devient rapidement intéressé par la culture de plantes à parfum, de café, et il essaye rapidement d'implanter la culture du cacao. Dans les années 20-30, il va ramener des cabosses en fait de la Réunion, de l'île de Java, notamment du Mexique, et il va rapidement s'apercevoir qu'en fait le cacao s'implante très bien, notamment grâce au sol, au climat. On a une absence de maladie, donc tout un environnement favorable à la culture du cacao. Donc dans toute cette construction de la plantation, tout cet agrandissement, Valrhona a été moteur depuis 1986, date à laquelle les premiers achats de cacao ont été réalisés sur la plantation, il y a déjà 35 ans. Et voilà, en fait, Valrhona a vraiment impulsé une dynamique au niveau de la notoriété de la plantation, etc., pour arriver en 2016 avec un partenariat qui a vraiment passé un cap, dans le sens où Valrhona est rentré à l'actionnariat de Milo, ce qui a permis d'impulser un plan de développement à long terme orienté sur l'amélioration des conditions de vie des familles de la plantation, donc des hommes et des femmes qui travaillent ce cacao. Ce plan de développement, il s'est décliné en deux grands projets, on va dire. Le premier projet qui est orienté sur la rénovation du village des salariés, donc c'est 45 logements qui ont été construits et rénovés, et la construction d'un centre de soins. Donc l'année dernière, on a réalisé environ 2500 consultations, donc des consultations auprès principalement des salariés, des employés de la plantation, et on a eu à peu près plus de 90% des cas qui ont pu être traités directement dans notre soin de santé, dans notre centre de soins, donc ce qui est vraiment un résultat très encourageant et satisfaisant pour nous. Voilà, c'est vraiment ce partenariat, il s'est construit voilà, à travers une histoire et aussi des projets qui sont conduits et qui font qu'on aboutit à un partenariat mature qui permet le lancement de chocolats comme Amatica ou Milo 74%. Donc Milo 74, c'est un chocolat pure plantation, uniquement issu de la plantation Milo, issu d'une agriculture biologique. Donc une agriculture biologique, c'est-à-dire qu'elle nécessite de respecter un cahier des charges, et ce cahier des charges, c'est le cahier des charges d'EcoCert à Madagascar, et qui nécessite
l'absence totale de produits chimiques tout au long de sa production. Donc Milo respecte ce cahier des charges, mais ne le respecte pas seulement pour le respecter. Réellement, des pratiques qui dépassent des engagements et des pratiques sont mises en place sur la plantation pour dépasser l'engagement pris au niveau du bio. Et ces pratiques, elles se déclinent en deux grandes pratiques, on va dire, atypiques sur la culture du cacao. La première, c'est l'utilisation d'une plante de couverture du sol. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une plante de couverture, c'est une plante qui va être installée au moment où on plante notre cacaoyer. La parcelle est mise à nu et entre les rangs de cacao, on va implanter une plante de couverture qui va permettre en fait de limiter l'évaporation en eau du sol, sachant qu'on est dans une région où on a énormément de chaleur et donc une eau qui est perdue et qui est potentiellement dommageable pour la plante. Et cette plante de couverture, donc, qui est le Canavalia, va permettre aussi d'apporter un engrais supplémentaire au cacao et de limiter le développement des mauvaises herbes. Donc on l'a un peu, vous la voyez un peu, donc elle est à la limite entre la lumière et l'ombre. La photo peut-être manque un poil de clarté, mais on voit que ça fait vraiment une plante qui couvre le sol. Donc chaque année, c'est environ 20 hectares qui sont utilisés selon ce modèle. Ensuite, on a la production d'un compost biologique naturel issu des résidus de la plantation, qui sont des pailles de riz, le fumier des ébus de la plantation, etc. Et chaque année, c'est environ 400 mètres cubes qui sont produits. Donc, vous imaginez un mètre cube répliqué sur 400 mètres, on est déjà sur des quantités assez intéressantes. Ces deux pratiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles caractérisent vraiment le premier savoir-faire fort chez Milo, qui est la culture du cacao. Ensuite, le deuxième grand savoir-faire, il est basé sur ce qu'on appelle le post-récolte. Le post-récolte, c'est la fermentation et le séchage. Le cacao, une fois récolté, est fermenté pendant environ une semaine. Donc, comme vous voyez sur la photo, en fait, les fèves vont être déposées dans des bacs, dans des caisses en bois, et vont subir ce qu'on appelle des passages, ce que sont en train de réaliser les femmes. Elles déposent donc les fèves. Elles font un transbordement des fèves vers le bac inférieur, et ce, de manière à réaliser une fermentation aboutie qui se caractérise par des notes acidulées, fruitées, dont vous parlera ma collègue Justine par la suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce savoir-faire, on parle de savoir-faire au niveau de la fermentation chez Milo, parce qu'il se traduit chez nous par une répétabilité au niveau du profil aromatique. Donc ensuite, une fois les fèves fermentées, elles sont séchées. Alors le séchage chez Milo, c'est assez atypique. Il se fait sur des systèmes de tiroirs coulissants. Donc vous devinez un peu en fait ces tiroirs, ces clés qui vont venir coulisser jusque sous le hangar au fond. Le séchage, c'est environ 1 à 2 semaines dans l'idéal. Pourquoi on parle de savoir-faire au niveau du séchage chez Milo? Parce que pour l'avoir vécu, et c'est assez fort, on parle de savoir-faire vis-à-vis de la lecture des phénomènes météorologiques. On est dans une région qui est assez soumise à des vents, et donc la météo varie beaucoup. Et donc, ce qui permet à toutes les équipes, une fois qu'une masse nuageuse arrive, d'avoir ce côté où tout le monde s'affaire et à protéger le cacao, qui potentiellement une quelconque reprise d'humidité, c'est-à-dire qu'une pluie qui viendrait affecter le cacao et potentiellement rendre le profil aromatique différent. Donc on parle de réel savoir-faire. Donc toutes ces opérations qu'on a pu voir depuis la parcelle jusqu'au système de séchage sont accompagnées d'une traçabilité, c'est-à-dire que notre cacao issu de la plantation et notre cacao chez Milo est traçable depuis la parcelle jusqu'à vous client. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système d'enregistrement des volumes, des poids qui permet de savoir où et d'où provient notre cacao. Alors pour finir, j'ai mis une photo du voyage client qui a été réalisé l'an dernier en 2019, et on a eu donc la chance d'avoir des clients de Valrhona qui ont pu se rendre sur la plantation et se familiariser avec toutes ces étapes. Et ça a été une expérience unique pour eux. On a eu des très très bons retours.
Donc peut-être que parmi vous, certains ont eu la chance d'y aller. Et je dirais tant mieux pour vous. Donc, juste en conclusion, et je passerai la main ensuite à mes collègues, mais vraiment, ces chocolats donc, qui sont Amatika et Milo 74, c'est vraiment la réunion de deux grands savoir-faire. Un savoir-faire au niveau de la culture du cacao et un savoir-faire au niveau du post-récolte, fermentation, séchage. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis disponible je traiterai vos questions avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci Nance. Merci pour ton intervention. Merci surtout pour cette immersion au sein de la plantation Milo et de ce voyage. Ça fait du bien aussi de se remémorer cette époque où on pouvait finalement facilement voyager. Et comme tu le disais, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le fil d'actualité sur votre droite. On y répondra avec Nance, Véronique et tout le reste des intervenants à la fin de ce live. Maintenant, on va pouvoir aller avec Justine et Magali sur la partie description sensorielle des produits et les tendances sur les deux produits, Milo 74 et Amatika 46. Justine, c'est à toi. Avec le micro, on t'entendra mieux. Là, c'est bon? Très bien. Merci Martin. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Justine Branchu et je suis responsable de l'analyse sensorielle. Donc, l'analyse sensorielle, petite reprécision, c'est le pendant scientifique de la dégustation. C'est le pendant scientifique de la dégustation qu'on pourrait faire tout seul. Ça s'appuie sur des panels experts. Avant de vous parler produits, moi, ce que je voulais aborder, c'était les caractéristiques sensorielles du cacao de l'origine Madagascar. En fait, ce cacao, il donne des chocolats qui, déjà, au niveau de la couleur, sont différents, parce que ça donne des chocolats qui tendent plus vers le rouge, vers l'acajou. On peut aussi retrouver cette couleur dans les chocolats qui viennent, par exemple, du Pérou, avec la particularité des fèves plus claires qu'on peut trouver là-bas. Et c'est à contrario de chocolats qui pourraient venir, par exemple, de République dominicaine, où là, on a vraiment, de cacao, pardon, qui pourraient venir de République dominicaine, où là, on a vraiment des chocolats qui sont très foncés. En termes de goût, l'origine Madagascar, elle est caractérisée par des notes de fruits acides, type des fruits rouges, fraises, framboises, cerises, et puis de l'acidité. Ça, c'est vraiment des notes typiques du terroir de Madagascar. Donc, partant de ce terroir, partant de ce terroir et de ce profil de cacao, dans le cadre de la création de Milo 74 et d'Amatika 46, nous, avec l'équipe analyse sensorielle, on s'est mis dans une démarche d'innovation dans laquelle on a étroitement travaillé, bien sûr, avec l'école, avec le marketing innovation et avec les développeurs de couverture qui sont nos collègues de recherche et développement. On a donc fait de nombreux allers-retours, de nombreuses dégustations avec les panels experts. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un panel expert chez Valrhona. En fait, c'est un groupe de collègues qui sont entraînés à déguster des chocolats à l'aveugle sur une liste de descripteurs qui leur est commune. Ces dégustations nous ont permis donc de tester différents pourcentages, différents types de sucre et tous les paramètres, process, recettes, etc., qui nous permettent de créer des profils en lien avec nos attentes. En fonction des fois, des profils plus puissants ou plus doux, des profils avec une fluidité importante malgré les essais sans lécithine, des ajouts de matières diverses et variées. C'est ainsi que, dans ce cas-là, nous avons obtenu le profil sensoriel de Milo. Alors, Milo, c'est une recette courte, hein, c'est le cacao pure plantation Milo, le beurre de cacao et le sucre blond. C'est un chocolat qui est donc fruité, acidulé, corsé. Il est de la même famille aromatique, du même profil majeur que Manjari, par exemple. Mais il se différencie par un profil qui est plus brut, et par brut, j'entends plus grué, un goût de grué plus intense. Il est aussi un peu plus grillé, un peu, ça rappelle les caramels qu'on fait à sec. Et ce profil aromatique bien plus corsé, il ressort très bien en application et il montre alors bien sa longueur en bouche
même mélangé à d'autres ingrédients. Et je voulais préciser, dans notre gamme, il y a un autre chocolat de Madagascar que vous devez connaître assez bien, c'est Manjari à 64%. Et donc, je voulais préciser un petit peu quelle pouvait être la différence entre deux chocolats qui viendraient de la même origine. Eh bien, c'est là qu'on a toute l'expertise, en gros, de Valrhona. Parce que la création d'un chocolat, c'est la combinaison d'une origine. Bon, dans ce cas-là, une pure plantation Madagascar avec des caractéristiques qui sont vraiment typiques du terroir. C'est aussi la combinaison de caractéristiques de process, temps de conchage, aération, température de la conche et j'en passe. Et puis la combinaison de caractéristiques de recettes. J'entends quantité de cacao, beurre de cacao, type de sucre, vanille ou pas vanille, ou quel type de vanille, lécithine ou pas, ajout de lait, ajout d'amandes, de noisettes, de noix de coco, etc. Alors, bonjour à tous, je suis Magali Satrebisson. Je vais continuer sur donc l'histoire de Milo, mais moi je voulais vous parler plus en détail sur une autre différence entre Milo et Manjari, c'est que Milo est un chocolat qui est certifié bio. Donc, il a une certification au niveau Europe. Donc, on sait que le bio est en croissance depuis une bonne décennie. C'est une croissance à 2 chiffres et cela s'accentue encore avec la crise du Covid. Et donc, on le sait tous, quand on parle de bio, on dit oui, il y a un gage de qualité sur des ingrédients qui sont utilisés. Donc là, on va parler par exemple pour créer le chocolat notamment, sans intrants chimiques. Mais quand on parle bio aussi, en fait, on parle vraiment de la qualité de la culture des ingrédients. C'est ce que Nance a essayé à expliquer tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment très important pour Valrhona dans un premier temps, puisque la culture en fait des matières premières, donc là on parle du cacao, dans notre cas, se fait dans le plus grand respect des terres afin de garantir leur pérennité. C'est-à-dire de conserver en fait des terres qui vont être fertiles, mais aussi une eau qui est pure et de conserver la faune et la flore qui sont autour des plantations. Et le fait que les terres en fait restent fertiles au sein de leur propre écosystème, ça permet d'assurer également la pérennité du travail pour les agriculteurs de demain, mais aussi pour toutes les générations à venir. Et c'est aussi pour ça que Valrhona souhaite s'engager davantage dans cette voie du durable de la certification bio. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que les autres chocolats de couverture non certifiés bio ne sont pas produits dans le respect de la nature et les hommes. C'est en fait simplement que cet engagement prend du temps à être mis en place. Il faut modifier des produits, mais aussi accompagner en fait les producteurs dans cette démarche de certification bio. Et en fait, ce message d'engagement, moi, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'il est fort pour nous, mais il est fort pour vous et pour vos clients. Parce qu'en fait, ce sont les matières que vous achetez et que vous utilisez. Et c'est une histoire sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vous pouvez parler avec fierté en fait du chocolat ou des autres ingrédients bio que vous pouvez utiliser dans vos créations. Donc, osez vraiment valoriser auprès de vos clients les matières premières que vous utilisez. Et pour cela, vous pouvez faire des mises en avant en boutique. Alors, vous pouvez faire des choses assez simples avec quelques outils de communication. Ça peut être des posters, ça peut être des cartes postales. Créer en fait une thématique sur vos créations et leurs ingrédients. Et aujourd'hui, les clients sont vraiment demandeurs d'informations. Ils veulent savoir de plus en plus en fait quels ingrédients sont utilisés, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils ont été produits. Et là, vous pouvez prendre la parole et ça peut être vraiment intéressant autour d'une campagne de créer une animation. Ensuite, on a reçu pas mal de demandes sur ce que vous pouviez dire ou non en fait à vos clients sur la certification bio, suivant les différentes créations que vous avez ou les différents ingrédients utilisés. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Par contre, on est en train de créer une fiche récapitulative sur la communication sur le bio que vous pouvez faire ou non à vos clients et elle sera disponible d'ici la fin du mois. Donc, je reprends la main, Justine, de l'analyse sensorielle pour vous parler d'un autre chocolat qu'on a abordé au début, c'est Amatika. Donc, Amatika, un chocolat qui a été aussi fait à base de cacao de Madagascar. C'est un chocolat à 46%, donc à assez haut pourcentage qu'on a rangé dans la famille des laits. Comment c'est un chocolat vegan parce qu'il n'a pas de lait et pour lequel on a décidé de remplacer ce lait par de l'amande, mais plutôt dans l'optique de créer un nouveau goût et une nouvelle texture. C'est du coup un chocolat assez surprenant parce que c'est un chocolat vegan avec un vrai goût de cacao.
Il y a une éducation quand même à se faire une éducation du palais à se faire parce qu'on voit bien que dans les marchés, par exemple, du Nord, qui sont très habitués à des alternatives végétales qui existent depuis longtemps, qui sont du coup habitués à des produits véganes, ce chocolat, il est réellement apprécié. Donc, en termes de profil, on peut dire que c'est un chocolat qui est vraiment bien cacaoté. Donc forcément, 46%, on le ressent. Il est très fondant, il est très fluide en bouche et il n'est pas très sucré. En fait, en premier, on apprécie vraiment la texture du chocolat qui est différenciante des chocolats qu'on a d'habitude et les arômes viennent dans un second temps. Et alors là, on retrouve un nouveau goût, quelque chose de plus végétal, des notes de grillé, de fruits secs qui sont apportées par l'amande, bien entendu, et puis des notes aussi de céréales grillées. Donc, c'est vraiment un produit pour lequel on a pris le soin de choisir nos matières premières, le type de cacao, l'ajout de vanille ou non, l'ajout d'amandes ou d'autres types de remplaçants pour le lait. Et ça change tout, puisque c'est ainsi qu'on obtient un chocolat vegan, mais surtout très bon, et donc plutôt à part de l'offre des chocolats vegan qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Alors, ce chocolat vegan, en fait, à Matika, il emmène quelque chose de nouveau dans la pâtisserie, dans la chocolaterie, mais c'est surtout quelque chose de nouveau dans cet univers dont il se rapproche, qui est l'univers du chocolat au lait, puisque son goût est nouveau, comme l'a expliqué Justine, mais c'est aussi son usage, en fait, qui ouvre une nouvelle porte qui est hyper intéressante. Alors là, vous allez avoir deux manières de l'utiliser, et tout dépend de ce que vous allez vouloir raconter à votre clientèle, en fait. La première possibilité, c'est de rentrer par l'axe vegan si vous souhaitez apporter une dimension qui est plus santé à votre création pour les personnes qui ont des allergies, des problèmes hormonaux, ou si vous voulez rentrer plutôt par des éléments sur la conviction forte autour de la cause animale. Et là, vous pouvez alors l'utiliser en chocolat vegan, c'est-à-dire en n'utilisant aucun ingrédient provenant de l'animal dans vos recettes. Et dans ce cas-là, vous vous adressez à des personnes qui vont être véganes ou végétaliennes. Donc là, on parle quand même d'une niche d'environ 2% de la population pour le marché français. Et en plus, c'est un changement qui est important dans les recettes. Donc ça, Martin en parlera mieux que moi tout à l'heure. Pour la partie technique, qui vous demande en fait d'intégrer de nouveaux ingrédients et notamment des ingrédients de substitution à vos recettes habituelles. Et là, l'école vous apportera toutes les réponses à vos questions. Une possibilité qui est très intéressante, en fait, c'est d'utiliser ce nouveau chocolat pour parler de son goût et de nouveaux ingrédients à vos clients. Et dans ce cas-là, d'élargir en fait à l'univers du végétal, qui est bien plus large que l'univers du vegan. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser à des végétariens, à des flexitariens, mais aussi tout simplement à tous les clients lambda qui cherchent une pâtisserie qui est gourmande et surprenante. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à utiliser du beurre, de la crème habituelle et amener vos clients à découvrir un univers qui est plus végétal en fait. Un univers végétal qui va apporter de nouvelles saveurs et de nouvelles couleurs. Donc les nouvelles saveurs, elles peuvent être apportées par le chocolat Matika, du fait qu'il soit à base d'amandes, avec ce goût qui est vraiment différent et différent dans l'univers du lait. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de poursuivre cette découverte du chocolat à base d'amandes en l'associant à des ingrédients qui sont végétaux, tels que des fleurs, des légumes, des épices. Et vous pouvez choisir des ingrédients qui sont locaux, c'est ça qui est vraiment intéressant, ou des ingrédients qui sont typiques de votre région. Et là, dans cette dimension du végétal, vous répondez à la demande des clients de produits sains, naturels, avec des ingrédients locaux. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder autour de chez vous ce qui serait intéressant d'utiliser. Parce qu'en fait, l'univers du végétal appelle à se renouveler dans ses créations et à se rapprocher de la nature. Et ça, c'est hyper fort pour les clients, donc utilisez-le. Et là, encore une fois, il devient hyper intéressant pour vous de faire une animation en boutique avec une mise en avant, de créer autour d'une campagne, par exemple au printemps, des pâtisseries, des dégustations avec de la couleur et des saveurs printanières, par exemple. Et ça plaît beaucoup aux clients, donc saisissez l'opportunité. De la même manière que sur le bio, on reçoit beaucoup de questions sur ce que vous avez l'autorisation de dire ou non à vos clients sur la partie vegan, certification, suivant les ingrédients et les créations que vous avez faites. Donc là, pareil, on est en train de réaliser une fiche récapitulative qui sera disponible à la fin du mois en même temps que celle sur la certification bio. Merci.
Merci pour votre participation et votre présentation. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas surtout à les mettre dans le fil d'actualité. J'en ai déjà vu passer quelques-unes et Magali et Justine n'hésiteront pas à revenir vers vous pour répondre à vos questions. Avant de continuer, je voulais faire un petit point avec vous technique, on va dire. Je voulais vous reparler un petit peu pour Milo 74. Je voulais vous dire et vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des recettes de base des essentiels équilibrés sur les essentiels en ligne sur le site internet de Valrhona et également sur la fiche produit que vous pouvez demander facilement à vos clients et qu'on vous enverra à la fin de ce live, où dessus vous retrouverez l'équilibrage sur les recettes les plus classiques. Pour Amatica, je voulais faire un petit point technique dans le sens comment il se travaille, qu'est-ce que nous recommandons à l'école. On va commencer par le tempérage, hein, la chose la plus classique, on va dire, la plus simple. Amatica est un chocolat qui va se fondre aux alentours de 45 degrés et après qui va avoir une courbe de tempérage proche des couvertures noires. Donc vous verrez que dans la fiche produit qu'on vous enverra après ce live, vous retrouverez la courbe précise, mais on est proche d'un chocolat noir, malgré qu'on le considère plus comme une couverture lactée, on va dire. Après, nous, côté école, on a travaillé sur des recettes végétales pour vous aider. Donc, on a retravaillé des mousses, des crémeux avec des ingrédients véganes dans le but de vraiment de vous aider, de vous apporter cette solution clé en main. Mais aussi, on n'a pas voulu se limiter à cette partie-là. On a voulu vraiment explorer d'un point de vue classique ou conventionnel, on va dire, ce produit. Donc, on a également fait des équilibrages sur les crémeux, les mousses, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, avec du lait, des œufs, des produits dont on a l'habitude, pour aussi avoir un côté un peu gourmand, quelque chose qu'on a un petit peu moins l'habitude, avec ce côté amande, ce goût à amande, et donc qui a beaucoup d'intérêt, comme Magali disait il y a quelques minutes. Ce chocolat qui peut très bien s'utiliser dans des desserts, on va dire, végétal, sans forcément l'être, avec un côté un peu nature dans le décor, avec des fleurs, des choses comme ça. Je voulais aussi vous parler on a vu tout à l'heure le livret végétal que nous avions développé également récemment sur la partie, avant que Amatica sorte, sur la pâtisserie végétale que nous avions développée avec 3 clients. Et on avait évoqué dans ce livret-là une base à foisonner, en fait une base végétale qui nous permet de substituer assez facilement l'œuf. Et pour cela, on avait utilisé la protéine de pomme de terre. Donc, c'était un des ingrédients, on va dire, un petit peu miracle pour remplacer et substituer les œufs. Je voulais juste vous en reparler pour que vous l'ayez en tête. Et surtout, si vous souhaitez ce livret que vous ne l'avez pas eu, vous n'hésiterez pas à revenir vers vos commerciaux qui pourront vous le transmettre facilement. Et je vous rappelle que, bien entendu, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre et David également. Maintenant, on va passer à la partie technique et on vous fournira après ce live en fait des vidéos de workshop que nous avons tournées ici à l'école de Tain-l'Hermitage avec 5 recettes pour les 2 produits qui sont Milo et Amatica. Et pour ça, on va retrouver David Briand en différé d'abord pour une présentation du buffet, et puis pour une petite technique supplémentaire, on va aller retrouver David dans le laboratoire juste après la vidéo. À tout à l'heure. Bonjour, je me présente Briand, chef pâtissier à l'école Valrhona de Tain-l'Hermitage. Je suis ravi d'être ici avec vous et en plus de ça, chez vous, la première fois. Avec l'équipe des pâtissiers de l'école, nous avons travaillé sur 5 recettes mettant en scène 2 nouveaux produits de la gamme Valrhona. Le Mio 74% et Amatica 46% végétal. L'équipe de l'école a travaillé autour de 5 produits qui sont l'entremets qui marie parfaitement le chocolat Mio avec le cassis de par son acidité, un chou qu'on pourrait appeler le Paris Mada ou le Thym Mada, qui associe la vanille de Madagascar avec ce fabuleux chocolat qu'est le Mio. Un goûter, chocolat caramel, un grand classique qui ravira les grands comme les petits.
une tartelette 100% végétale en utilisant Amatica qu'on a associé avec le café, l'orange et la passion. Et pour terminer, un montage commercial, chocolat noir Mio 114%, Amatica 46%, des amandes à l'intérieur, un praliné foisonné, on est sur du 100% végétal. Avant de passer aux recettes, nous aurons A priori, Vas-y. nous avons un petit souci technique. C'est bon. Alors, nous avons un tout petit souci technique. Vous David, m'entendez ? voilà, David va pouvoir prendre la main. David, c'est à toi. C'est à moi. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, je me présente, David Briand, chef pâtissier formateur à l'école Varona de Tain-l'Hermitage depuis maintenant 7 ans. Donc, j'espère que pour vous, tout se passe bien dans ce live, que vous réussissez à avoir toutes les informations que vous le souhaitiez sur ces deux formidables nouveaux-nés de la gamme Valrhona. Moi, je voulais conclure ce petit live en vous présentant, donc on n'a pas beaucoup de temps, et je vais donc vous présenter plus qu'une recette, une petite technique qui a été mise au point donc, à l'école, car je pense que c'est une des techniques qui met le mieux en avant le chocolat Milo, car le chocolat Milo, donc, comme on le sait, comme on l'a évoqué pendant tout ce live, est un chocolat que je qualifierais d'exception. Donc, on est vraiment sur un grand cru de plantation. Et donc, c'est un chocolat qui fonctionne très bien sur tout type d'application pâtissière, sur la glacerie, en chocolaterie, etc. Mais pour moi, c'est un chocolat qui s'apprécie vraiment énormément lorsqu'il est mangé le plus simplement possible, c'est-à-dire en pur ou alors juste en ganache. Et la petite technique que je vais aborder avec vous aujourd'hui, donc c'est la réalisation de petits disques de chocolat, de petits palets, en fait, qui vont être fourrés avec une ganache Milo 114%. Alors, donc je ne sais pas si vous allez bien me voir, n'hésitez pas, hein, en tout cas. Pour la réalisation de ce petit décor ou ce petit palais fourré, donc on aura tout simplement besoin d'une ganache, donc qui a été réalisée en amont. Donc c'est une ganache à mouler, qui est composée de crème, de glucose DE60, de couverture donc Milo, de beurre liquide clarifié et de sirop à 30. On aura besoin de bandes de feuilles de guitare, d'un emporte-pièce et tout simplement d'un ustensile plat. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va séparer les bandes de feuilles de guitare. On a besoin également de couverture tempérée. Sur une première bande de feuilles de guitare, on va réaliser un petit point de couverture tempérée. Ceci, moi je vais faire directement 2 feuilles de guitare. Voilà. Ensuite, on va recouvrir avec une seconde feuille. Et justement, avec ce fameux ustensile qui est plat, on va venir appuyer sur ces points dans le but vraiment de bien les aplatir. Ensuite, on va les séparer. Et on va garnir de ganache le centre. Donc on est sur une ganache moulée, c'est une ganache qui est très tendre.
Ensuite, on va tout simplement recouvrir avec la deuxième feuille, comme ceci, comme c'était déjà au départ. Et avec notre emporte-pièce, on va venir donc découper nos disques de décor fourré. Voilà, comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise normalement pour réaliser tout type de décor chocolat, mais qui ne sont pas fourrés. Là, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fin. Lorsque le décor est donc est démoulé, on a même du mal à se rendre compte qu'il est vraiment fourré à l'intérieur. Ces petits disques, on va les laisser cristalliser. Donc on les laisse cristalliser, on peut les passer au frigo. Vu qu'on est donc protégé avec 2 feuilles guitare, on peut les passer quelques minutes au frigo. Ou sinon, vous les faites la veille pour le lendemain ou quelques heures en avance et vous les mettez donc à une température de 15-16 degrés. Moi, j'en ai réalisé ce matin. Donc, une fois que ces petits décors ont été faits et cristallisés, comme vous allez pouvoir le constater, je ne sais pas si à la caméra vous pourrez bien le voir. Je vais essayer de faire le maximum pour que vous vous rendiez compte. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très fin. Voilà. Donc à chaque fois on dit, je dis souvent des décors fourrés, mais ils peuvent être, pour moi, ils peuvent vraiment être faits comme des décors. Ils peuvent, pourquoi pas, être vendus tels quels, ça peut être une offre qui peut être sympa. Ils peuvent être utilisés également en restauration, dans vraiment plein de domaines différents. Je vais donc vous montrer un petit exemple de finition. Donc, on peut s'imaginer avoir comme ceci une tartelette au chocolat ou autre. Et tout simplement venir, pour protéger la ganache, venir tout simplement déposer sur le dessus le disque fourré de ganache. Donc là, comme je disais, ce genre de technique met vraiment en valeur tout le profil aromatique du chocolat qui est travaillé, puisqu'on n'a vraiment que la ganache et que le chocolat à l'extérieur. On est vraiment sur une texture très tendre et en même temps, on a vraiment le croquant du chocolat. On pourrait également l'utiliser, imaginons, sur un chou. Donc, tout ce que je vous montre, bien sûr, c'est juste des petites idées. Hein. Hop, la ganache montée. Donc là, on a réalisé un chou, vous verrez la recette dans les vidéos qui arriveront. Tous les petits grains qu'on voit sur le dessus, c'est une nougatine de gruet, mais ça, vous en verrez plus dans les recettes que vous allez recevoir. Là, on est juste simplement sur une ganache montée à la vanille, de Madagascar, bien évidemment. Voilà, on fait un petit point de ganache montée. Ensuite, on vient placer notre palais. On refait un petit point. Et on vient fermer les choux. Voilà. Donc là, on vient vraiment apporter de la texture au chou. Et je rappelle que ce n'est pas simplement un simple décor au chocolat, mais c'est vraiment quelque chose qui apporte une texture en plus de par le moelleux et le moelleux de la ganache. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut le faire en petits palets comme ceci, mais on peut également envisager d'autres styles d'application. Pourquoi pas l'imaginer en vente telle quelle au magasin, sous un format beaucoup plus important, beaucoup plus gros.
Donc là, on peut voir, on a fait avec la même technique, donc des palais beaucoup plus importants qui peuvent être vendus, je ne sais pas, comme une tablette fourrée mais sans moule, à partager ou à manger seul, pourquoi pas. Et je vais juste devant vous en couper un pour que vous puissiez vous rendre compte de la finesse. Donc là, j'ai travaillé sur Milo, mais j'aurais pu réaliser le même produit avec Amatica. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très fin. On peut voir que la ganache au milieu est vraiment très tendre. Donc ça, croyez-moi, c'est de la pure gourmandise. Voilà. Donc moi, c'était tout simplement la petite technique que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Comme je disais donc, tout à l'heure en introduction, en étant sur des chocolats type Milo ou Amatica, c'est des chocolats qui ont vraiment un profil aromatique qui est vraiment très intéressant et très différenciant de d'autres couvertures. Donc c'est des chocolats qui sont ultra intéressants. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, bien évidemment. Mais ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment un petit truc en plus. Donc ce genre d'application les met vraiment en valeur, vraiment le plus en valeur possible. Pour continuer ce live, je vous propose donc maintenant de regarder un teasing, donc pour voir le travail qui a été fait par l'école, par l'équipe de l'école, donc Rémi Poisson et Antoine Michelin, qui ont travaillé pour vous proposer 5 recettes. Donc maintenant, je vous laisse la place au teasing et ensuite, Martin reprendra la parole pour toutes vos questions auxquelles nous allons répondre. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est bon pour le son, test son. Tartelette 100% végétale à base de pâte sablée végétale en kilo. Donc même si nous sommes dans l'univers du végétal, c'est important aussi d'avoir des bonnes émulsions pour stabiliser les matières végétales. On va ensuite garnir les choux avec un crémeux chocolat Milo. Vous pouvez trouver la recette. Eh bien, on voit bien. On a une belle texture, bien élastique. Merci David pour cette intervention technique. David, on te retrouvera dans quelques minutes aussi pour la partie questions et réponses aux questions techniques. Si vous voulez bien, on va commencer par les questions. Et on va retrouver Nance avec une première question par rapport à Milo. Milo, tout à l'heure on parlait de Milo avec 600 hectares de cacaoyers plantés et on nous demande quels sont le reste des parcelles, en quoi elles sont plantées ou cultivées. Alors, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, donc les 600 autres hectares sont des hectares qui sont plantés en plantes à parfum, principalement. Il y a des zones aussi de pâturage des zébus, puisque comme je vous disais, donc il y a une utilisation de zébus sur la plantation. Donc voilà, on arrive rapidement à un équivalent en cacao. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et peut-être je peux enchaîner sur la deuxième question qui était posée concernant, alors je regarde sans me tromper. Alors voilà, autour des précédents culturaux, des terres, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça je ne l'ai pas assez précisé, on s'inscrit vraiment dans une démarche qu'on appelle d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des parcelles de cacao très diversifiées, où on va avoir donc la base qui est évidemment le cacaoyer. On va dire en moyenne au moins entre 10 et 15 espèces d'arbres d'ombrage par hectare, avec très souvent des lianes de poivre qui vont venir courir en fait sur les arbres d'ombrage. Et sur certaines parcelles, on a des associations avec des plantes à parfum. Donc c'est assez intéressant. On est vraiment sur une notion d'agroforesterie. Et quand on parle de terres
sur comment étaient les terres avant l'arrivée de Milo. En fait, on était sur un couvert forestier, on va dire, mais peu dense. Et l'idée, ça a été, dès l'implantation de Milo, et ça a été impulsé vraiment par Lucien Milo, de garder ce couvert forestier important pour le développement de la culture du cacao. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui sur des systèmes agroforestiers où la densité des arbres d'ombrage, elle est quand même assez importante. Derrière moi, vous voyez, c'est la luminosité, donc le fond d'écran que j'ai quand je parle, c'est la luminosité de la plantation. On est très loin des plantations avec peu d'ombrage qu'on peut retrouver dans certains pays en cacao. Donc voilà, on est vraiment sur un système où on a essayé de conserver ces arbres d'ombrage, et donc la notion de déforestation à Madagascar, dans notre périmètre d'intervention, elle est quasi nulle. Voilà, pour les 2 premières questions peut-être. Ouais, super. Mais écoute, merci pour ces précisions, toujours très intéressantes et très pertinentes. Justine, je vais me tourner vers toi. A priori, on a une question sur le profil. Pourquoi le profil majeur de Milo, on parle de fruité versus son côté grué dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, les chocolats de la gamme Valrhona, ils sont rangés dans des familles aromatiques, des profils majeurs qui permettent de regrouper ces chocolats. C'est un peu la première impression que l'on a quand on met le chocolat en bouche. Et il se trouve que pour Milo, comme pour Madagascar, la première famille, la première chose dans laquelle on pourrait le ranger, c'est les chocolats qui sont fruités puis acides. Et ce qui les différencie ensuite, c'est justement que dans le manjari, on a des notes vraiment de fruits qui ressortent encore plus. On est vraiment typiquement plus sur du fruit rouge. Il y a plus de notes de fruits secs. C'est un chocolat qui est quand même plus doux. Et par rapport à manjari, Milo, lui, il révèle vraiment un goût plus corsé, un goût plus fort de gruet, dû au fait qu'on ait plus de cacao à l'intérieur, bien entendu, dû au fait aussi qu'on n'ait pas de vanille, et que ça permet au cacao de vraiment donner son côté brut, j'ai envie de dire nature, de conserver l'amertume, le fruité, l'acidulé et le goût bien plus puissant d'un chocolat plus brut. Très bien, merci pour ces précisions. Je voulais juste revenir sur Milo et sur Amatica, sur leur fluidité. On avait une question pour savoir s'ils pouvaient enrober. Donc nous, à l'école, on a fait les tests avec les 2 couvertures. Donc on est arrivé à enrober avec les 2 sans difficulté. Et on a même sur Amatica, on a une belle constance en termes de fluidité. Dans le temps, donc qui nous permet d'enrober. On a également aussi, juste pour la petite information, équilibré des recettes de ganache cadré, dont si vous avez besoin, vous pourrez vous rapprocher de l'école, on pourra vous les communiquer assez facilement, dont une ganache cadrée végétale avec Amatica. On a une autre question, maintenant je vais me tourner vers David. David, on a une question sur le moulage. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour mouler, que ce soit finalement avec Amatica ou avec Milo? Les 2, pour moi, oui, donc bien sûr, oui. Les 2 couvertures, pour moi, fonctionnent comme des chocolats, on va dire, traditionnels. Il n'y a pas de recours particulière, que ce soit avec Milo ou avec Amatica. Tout à l'heure, je pouvais lire une question, quelqu'un qui disait qu'il notait plus de blanchiment sur les soudures avec des chocolats bio. Sincèrement, je ne vois pas en quoi le fait que la couverture elle soit bio ou pas change quelque chose sur le collage des œufs. Nous, on n'a jamais trouvé de différence avec d'autres couvertures. Donc, non, respectez bien les règles de tempérage, que ce soit pour la couverture noire ou pour la couverture Amatica. Et normalement, vous n'avez pas de soucis. Donc, bien respecter le tempérage et bien respecter aussi les étapes de cristallisation. Et normalement, vous n'aurez pas de soucis. En tout cas, nous, on n'a pas noté plus de points techniques là-dessus. Très bien. Écoute, merci pour ces précisions.
Maintenant, je vais me tourner vers Véronique. Bonjour Véronique déjà. Et on a une question sur le partenariat qui a été mis en place avec Milo et quelles actions finalement concrètement on a remis en place au sein de la plantation Milo. Oui, bonjour, je suis Véronique, responsable sourcing. Et donc, je prends la parole avec Nance parce que Milo, c'est plus de 35 ans de collaboration et j'en ai fait un peu plus de 30. Donc, je vais prendre du coup toute la fin d'après-midi pour en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et comment on en arrive aujourd'hui à un Milo 74%? Effectivement, quand on a, il y a plus de 30 ans, évalué le potentiel de la plantation, on a déjà passé quelques années pour mettre en place des protocoles de fermentation, des protocoles de séchage, pour investir aussi dans les installations. Et c'est la première étape, et vous la connaissez évidemment, qui a plus de 30 ans maintenant, c'est Manjari. Donc ça a été la première grosse étape du partenariat, suivi de Tanariva d'assez près. Le premier grand cru lait chez Valrhona, c'était aussi à Madagascar. Et puis, un gros niveau de maturité qui a été acquis grâce à cette collaboration, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau social, à travers les projets présentés par Nance, au niveau de la santé, au niveau des conditions de vie, au niveau de l'innovation aussi, puisque c'est chez Milo qu'ont été testées les premières tentatives de double fermentation que vous connaissez sans doute, notamment à travers Kidaboa, qui est un double fermentation bas. Voilà, beaucoup d'avancées, beaucoup de collaboration, une grande proximité qui nous a conduit plus récemment en 2016 à devenir actionnaire de la plantation Milo, qui nous permet aujourd'hui, dans cette posture, j'allais dire, d'acquérir encore plus de connaissances, de commencer à travailler des sujets qui sont nouveaux, mais qui sont très stratégiques pour nous. On travaille sur la neutralité carbone, notamment, et c'est Nance qui œuvre d'ailleurs là-dessus. On travaille également sur une nouvelle zone de production qui, elle, est sur la côte Est et en laquelle on fonde beaucoup d'espoir. Voilà, en quelques mots, la grande histoire de Milo et de Valrhona. Super, merci pour ces précisions, Véronique. Je vais me tourner vers Magali. Magali, on a une question pour toi. Du coup, on a beaucoup parlé d'Amatica comme couverture végétale étant certifiée vegan. On nous demande, est-ce que finalement, on a d'autres produits chez Valrhona qui peuvent répondre à cette même utilisation, on va dire. D'accord, très bien. Alors en fait, c'est une question qui est intéressante parce que c'est justement un point d'attention à avoir. Donc c'est-à-dire que chez Valrhona, la seule couverture qui est certifiée vegan, c'est Amatica, qui a été certifiée par l'organisme Label V. Cependant, en effet, toutes les couvertures de chocolat noir de Valrhona peuvent être considérées comme un chocolat vegan, mais pour autant, elles ne sont pas certifiées vegan par un organisme extérieur. Donc là, il est nécessaire de faire vraiment attention à ce que vous dites à vos clients sur vos créations et si vous utilisez un chocolat noir, vous ne pouvez pas dire que ce chocolat noir est vegan. Donc c'est pour ça qu'on enverra aussi le petit récapitulatif sur les communications, puisqu'il faut bien faire attention entre des chocolats qui sont certifiés et des chocolats qui, de prime abord, ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Très bien. Merci pour ces précisions, Magali. On avait une question a priori sur la synergie entre Valrhona et Sosa, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de protéines de pommes de terre. Alors, nous, dans nos essais, effectivement, on a utilisé un des produits Sosa, donc la Potato Whip, mais finalement, on l'a abandonné parce qu'il présentait un goût de pommes de terre qu'on retrouvait ensuite dans nos préparations. Donc, on a utilisé un isolat de protéines de pommes de terre à 80% qu'on trouve, on va dire, assez facilement sur Internet. Je vais passer à la question suivante. On nous demande alors, un complément d'information sur le tempérage de Amatica. Donc là, je vais me tourner vers David. Est-ce que David, tu peux compléter un tout petit peu sur le tempérage d'Amatica ?
Oui, oui, je peux. Donc le tempérage d'Amatica, donc c'est vrai qu'il a une courbe qui peut être entre le chocolat, entre une couverture noire et on va dire une couverture lait. Donc on peut pas hésiter à le décristalliser à 45-50 degrés, le redescendre aux alentours des 27-28, et ensuite on peut le travailler autour des 31. On le redescend un peu plus bas qu'une couverture noire de par le fait qu'il y a un ajout de matière grasse végétale qui vient de la poudre d'amande tout simplement. Donc on redescend comme on le ferait un peu plus bas, comme on le pourrait le faire sur un praliné. Voilà. Et du coup, on va peut-être préciser, on va peut-être parler aussi du tempérage de Milo. On n'en a pas parlé parce qu'on a quelqu'un qui nous dit qu'il a eu des problématiques de traces de blanchiment. Donc, est-ce que tu peux juste repréciser peut-être les températures sur la fonte du noir? Oui, bien sûr. Donc, le tempérage de Milo, il se fait donc, comme une couverture noire traditionnelle. On décristallise donc notre couverture à 50-55 degrés. Plus 50 que 55, et ensuite on la fait redescendre. Donc on crée une amorce aux alentours des 29 degrés pour un travail à 31-32 degrés. Donc vraiment faire attention à ne pas descendre trop bas et pas non plus remonter au-dessus des 31-32 degrés. C'est les traces de blanchiment. Je suppose que c'est des traces de blanchiment gras, donc c'est forcément dû à une erreur lors du tempérage. Très bien. Merci David pour ces précisions. Maintenant, je vais me retourner vers Justine avec une question plus sur le goût et sur l'analyse sensorielle. Donc, dans Milo, on a fait le choix de ne pas rajouter de vanille et on nous demande si justement c'est pas trop brut et qu'est-ce qu'on recommande comme application, mais je pourrais compléter au moins sur la partie goût. Oui. Alors, c'est ce dont j'ai essayé de parler tout à l'heure. En fait, le fait de faire ce choix de liste d'ingrédients courte, c'était vraiment pour révéler à fond le profil de la plantation Milo. En gros, chez Valrhona, on se donne vraiment le droit et le temps de créer chaque recette. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de nombreux allers-retours, du travail avec les panels. On teste des paramètres assez fins sur les temps de conchage, les aérations, l'ajout de vanille quand on estime qu'il y a un intérêt d'apporter. Alors la vanille, ça donne souvent des notes un peu plus épicées. Quand on estime qu'il y a un intérêt d'en apporter, effectivement, on en met, ou alors on va choisir donc de prendre de la Madagascar, de la Tahiti ou de pas. C'est la même chose pour la lécithine, hein, c'est de se dire si on en a besoin, on en met. Là, dans ce cas-là, par exemple, on n'avait pas besoin. Donc, effectivement, c'est un chocolat qui est plus brut, plus corsé, mais ça ne veut pas dire qu'on sent quand même que de l'amertume, et loin de là. Parce qu'avec l'avantage, en gros, du cacao de Madagascar, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un profil quand même vraiment fruité, vraiment acide, qui donne en plus des belles notes grillées. Donc, quand je dis qu'on sent plus le côté corsé, le côté grué, c'est vrai, mais ça n'est pas pour ça qu'on se dit non plus qu'on mange un 100% pure pâte de cacao, loin de là. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces précisions. Alors, sur la partie application, je vais revenir dessus. Pour nous, c'est un chocolat qui est très, on va dire, polyvalent, qui va aussi bien être utilisé en enrobage que en ganache, que en pâtisserie sans problème. Donc, c'est vraiment un chocolat qu'on va facilement recommander et qui va avoir une utilisation comme l'ensemble de nos chocolats de couverture. J'aurais pas de recommandation particulière. On avait une question aussi sur la partie est-ce qu'on avait des recettes végétales? Alors, je voulais vous réindiquer parce que ça a changé récemment. Pour retrouver facilement les recettes sur notre site internet, vous allez dans la partie les essentiels en ligne et dans cette partie-là, vous retrouverez les équilibrages des recettes classiques des essentiels, mais également les recettes créées par l'école, que ce soit de desserts à l'assiette, glacerie, chocolaterie, pâtisserie, avec différentes catégories pour que vous puissiez les retrouver facilement. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur l'ensemble des questions-réponses.
Si jamais certaines questions n'a pas assez approfondies ou qu'on n'a pas répondu, on reviendra vers vous dans les documents qu'on va vous envoyer avec une réponse à ces questions. Donc, à l'issue de cette conférence, nous allons vous envoyer différentes vidéos. Donc, une première vidéo de présentation du buffet, où David vous expliquera chaque produit, comment nous avons pensé le produit, dans quel but. Et ensuite, nous aurons 5 vidéos techniques avec Antoine Michelin et Rémi Poisson qui vous expliqueront et vous présenteront les recettes. Donc l'avantage, c'est que ces vidéos, elles sont indépendantes les unes des autres. Vous pourrez facilement choisir, vous arrêter pour approfondir les différents points techniques que vous voulez voir ou revoir. On aura également de nouveau une vidéo de Nance, où Nance reviendra sur la présentation de la plantation Milo, dont vous pourrez vous servir aussi pour reprendre des informations, pour diffuser facilement. Donc ça sera dans le petit package qu'on vous enverra très rapidement. Et vous aurez également le livret recettes avec les poids, les recettes précises de toutes les recettes que vous trouverez en vidéo. Également, je souhaite vous rappeler que nous avons un service d'assistance technique à l'école. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi gratuitement et on est là pour vous répondre le plus rapidement possible à différentes problématiques que vous pouvez rencontrer ou questions ou conseils dont vous pourrez avoir besoin. Avant de nous quitter, je voulais remercier l'ensemble des participants qui ont été là aujourd'hui avec nous. En commençant par Nance qui nous a fait voyager de façon digitale avec Véronique. Et je voudrais aussi remercier Justine et Magali sur la partie analyse sensorielle et tendance, et David sur la partie technique. Et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qu'on n'a pas vues, qui ont été là, qui nous ont aidés pour la mise en place de ce live, la partie back-office, ainsi que la manufacture production qui nous a aidé à tourner toutes les vidéos. Pour vous quitter, je vous propose qu'on se quitte avec de belles images et qu'on s'en mette encore une fois plein les yeux à Madagascar avec ce petit film autour de Milo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conférences digitales. Petit souci, on va vous mettre des belles images. On va changer des images de pâtisserie. Madagascar, c'est un petit peu loin, donc le temps que l'image se charge.